Je vous propose de passer la parole à notre rapporteur qui vous présente un peu l'esprit, et puis et après, chacun de vous pourra s'exprimer environ une dizaine de minutes en étant relativement précis, concis. Et ensuite, dans un second temps, je passerai la parole à mes collègues sénatrices et sénateurs qui sont là, et certains d'autres en présent, et puis il y aura un échange entre nous. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, merci d'abord d'être venu ou de participer à cette table ronde qui, pour nous, est importante. On a souhaité dissocier la problématique santé mentale de la problématique santé en général, à travers 2 tables rondes, comme l'expliquait le Président, parce qu'on sent bien qu'il y a un sujet spécifique autour de la santé psychologique qui s'exprime de manière très forte ces dernières semaines et ces derniers mois. Et j'avoue en toute modestie, mais je pense que c'est un constat à peu près partagé, c'est une problématique que nous connaissons mal, qui a relativement peu été étudiée de notre part ici au Sénat, et donc on est très bien sûr en attente de ce que vous pourrez nous dire cet après-midi. Pour résumer grossièrement un petit peu les 3 domaines d'investigation qui sont les nôtres, avant de venir sur les 3 domaines d'investigation, je dois faire un préalable, mais qui est important. C'est-à-dire que dans le cadre de cette mission, on est parti avec une idée que la crise du Covid avait fait émerger des problématiques qui étaient déjà existantes avant, mais les phénomènes de crise les ont amplifiés et puis les ont surtout mis dans le débat public. Et quand on dit ça, c'est aussi implicitement, ça revient implicitement à dire également que quand la crise du Covid terminera, parce que ça s'achèvera un jour, on l'espère bien sûr, les problématiques de santé mentale des étudiants perdureront probablement si les réponses en termes de politique publique notamment ne sont pas apportées. Donc nous sommes bien dans une analyse à la fois bien sûr de comprendre ce qui se passe actuellement, mais de relativiser ça ou de rapporter à des phénomènes qui existaient avant et qui peuvent perdurer bien sûr après la crise. Trois grands champs de questions qui correspondent au questionnaire qui a dû vous être envoyé. D'abord, si vous pouviez nous faire un point sur l'état de santé psychologique des étudiants, quels sont les maux dont ils souffrent, quelles sont les causes de ces souffrances, est-ce que, de par vos expériences respectives, vous voyez une évolution ces dernières années ou finalement ce dont on parle actuellement était déjà dans les mêmes proportions ou sous les mêmes caractéristiques déjà présents? Ce sont des sujets qui nous importent pour bien identifier l'état de santé psychologique. Évidemment, au regard de cet état de santé, quelle organisation des offres de soins est mise en place ou devrait être mise en place pour répondre plus spécifiquement à la question étudiante. Réponse au sein des établissements d'enseignement supérieur, universitaires et autres. Et réponse aussi en liaison avec le reste du réseau de santé, je pense à la médecine de ville ou à la médecine hospitalière, évidemment. Dès lors qu'on parle des problématiques de soins de santé psychologique, se posent des questions plus spécifiques d'identification, de repérage et de signalement et d'identification. On voudrait savoir si là aussi les outils existants ou les organisations mises en place sont satisfaisantes pour identifier les étudiants en souffrance. Et puis bien sûr la prise en charge qui peut suivre dès lors qu'un besoin est clairement identifié. Par rapport à cette offre de soins, on voudrait aussi vous entendre sur les réponses qui ont été apportées plus spécifiquement ces dernières semaines ou ces derniers mois par le gouvernement par rapport à la situation liée au Covid, en particulier sur l'annonce peut-être la plus, j'allais dire celle qui a été le plus entendue, le chèque psy, je ne sais pas si on le qualifie de chèque psy ou chèque psychologue, oui c'est le chèque psy, pardon, j'avais un doute en le disant, le chèque psy, est-ce que de votre point de vue c'est pertinent, est-ce que ça doit être prolongé, enfin, et puis dernier champ de questions, c'est les politiques de prévention en matière de santé psychologique. Là aussi, quel est votre point de vue sur les dispositifs existants, les actions menées, à la fois sur l'existant, comme je disais à l'instant, mais aussi sur ce qui pourrait être fait
comme enseignement de ce que nous vivons depuis quelques semaines. Monsieur Ben Larsen, à vous. Donc pour environ 10 minutes, prenez un peu de temps. Merci. Je vous remercie pour votre invitation et pour ce tour de table que j'espère riche, parce que la situation mérite qu'on s'y oppose et surtout qu'on essaie d'échanger sur une problématique qui me semble chronique. Je rejoins monsieur le sénateur sur l'idée qu'il y a un effet filtre de cette crise parce que ces problématiques-là existaient et peut-être on ne les avait pas tous collectivement on n'avait pas mesuré l'impact. Je vais faire juste une petite présentation de l'université pour vous donner un contexte de l'étude, parce que ça c'est important. C'est l'université de Picardie-Jules Verne qui est sur 6 campus, 32 000 étudiants, qui couvre l'ensemble des champs de formation, de la santé jusqu'à la philosophie, en couvrant les 4 domaines, et qui est assez, je dirais, assez bien redéployé dans le territoire, avec ces campus. La sociologie des étudiants, c'est 54% d'étudiants sont boursiers, un tiers sont salariés, et un tiers des étudiants sur le campus aménois sont en mobilité, c'est-à-dire ne résidant pas sur Amiens. Sur Amiens, il y a 26 000 étudiants, ça fait 1 habitant sur 5. Si je rapporte ça au coût de l'étudiant, l'université représente l'équivalent de 180 millions d'euros d'activité au niveau d'Amiens. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment le cœur battant de la ville. Maintenant, revenons à la problématique de la Covid, j'en tire 2 conclusions, si vous permettez. La première des choses, au-delà de l'étude qui a été évoquée par M. le Président tout à l'heure, c'est une étude qui a été menée par un étudiant de médecine santé publique dans le cadre de Santé publique France. Donc vous connaissez un petit peu les résultats, ça c'est le contexte. Mais je voulais juste mesurer quelques points qui me semblent importants. Le premier point, avant le 14 janvier, dans le discours politique comme le discours économique, il n'y avait pas le mot étudiant. Et ça a été ressenti très mal vis-à-vis des étudiants, pour 2 raisons. La première, si vous vous souvenez, on a instauré le distanciel, et la problématique journalistique, ça a été la triche. C'est quand même assez compliqué de déplacer le problème sur autre chose que le bien-être et l'appropriation du savoir via quelque chose de nouveau qui s'appelle le distanciel. La deuxième chose, il y avait bien sûr dans notre enquête, et vous l'avez vu, les plus impactés sont les L3, licence 3 et M1. Ceux qui postulent vers un master et ceux qui vont postuler demain vers un emploi. Et pourquoi ces 2 catégories-là? Parce que, justement, la notion du stage, la notion d'insertion, la notion aussi de réussir un 2e concours pour aller vers le master. Donc cette absence-là n'est pas anodine, n'est pas du tout neutre, parce que parallèlement, on a autorisé les BTS et les prépas qui concourent au même concours qu'eux de continuer en présentiel. Donc pour moi, ce n'est pas du tout neutre, et ça ressort, parce que depuis l'étude, on a pris un certain nombre de mesures, et parmi ces mesures-là, on a fait des groupes de parole. Et ça ressort, la déconsidération ressort beaucoup dans le discours étudiant. Pourquoi ça ressort et ça s'amplifie? Je dis que ça existait avant cette pandémie. Moi, j'avais rappelé à Madame la ministre, quand elle est venue nous voir, c'est que la notion de secousse, il y a une secousse qu'on a vécue collectivement, mais on l'a ressentie individuellement, parce que tout le monde n'a pas les mêmes fondements. Et c'est là où ça se joue, justement. La notion de déconsidération, à côté de ça, il y a donc, on a clivé les choses, et surtout ce qui s'est posé par la suite, c'est qu'on a pensé que se focaliser sur la précarité étudiante et sur la fracture numérique suffisait. En fait, il fallait utiliser ça comme des paramètres pour comprendre ce qui se passe. On s'est rendu compte, dire le distanciel ne nous fait pas oublier le fait qu'il existe des zones blanches. Il y a des zones qui n'ont pas de net dans nos régions, pas simplement en Haute-France, et partout. Donc on a distribué, ça nous a coûté, le premier confinement, je crois en décembre, c'est à peu près 1 million d'euros. 700 ordinateurs de distribuer, 500 clés 4G,
tous les étudiants salariés ont été payés, soit dans le privé, soit au sein de l'université. Donc, on a fait cet effort-là. Mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est juste pour, j'appelle ça, réparer, mais pour le moment. Par contre, on n'a pas donné une projection à nos étudiants. Il y a trois, je pense qu'il y a un triptyque dans cette crise. Le premier triptyque, ça a été l'isolement pour rompre la contagion. Ça, c'est important. Rompre la contagion, après rompre l'isolement, et ensuite projeter. Donc on a vécu dans des scénarios évolutifs sans projection. C'est pour ça que pour notre université, on l'avait affirmé clairement, parce que le président de l'université a cette liberté-là, par rapport à un recteur, par rapport à quelqu'un de nommé, c'est qu'il peut être maître du lieu. Nous avons fermé l'université avant le discours du président de la République. Nous l'avons fermé au mois de février, parce qu'on a eu les premiers cas au mois de février dans l'Oise. Et on a décidé qu'à partir du 1er février 2021, on stabilise l'agenda. Parce que c'est normal. Nous sommes dans une situation de crise qui évolue. C'est la recherche telle que se pratique dans le laboratoire. La recherche, ce n'est pas une question de certitude. La recherche ouvre des horizons. Elle ne répond pas. Et c'est ça le spectacle qu'on a vu. Et les gens peut-être ont confondu science et recherche, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Il y a une nuance entre Christophe Colomb et Magellan, entre celui qui trouve et celui qui ouvre des horizons. Mais ça, c'est le physicien qui parle. Donc il y a vraiment une différence qu'il faut. Pour nous, il fallait qu'on projette nos étudiants et qu'on produise du discours positif. Donc parmi les choses qui ont été mises en place pour répondre à cette crise, c'est que d'abord, on a stabilisé l'agenda, on a ouvert des ateliers culture avec des artistes, des résidences d'artistes, évidemment dans le cadre de la loi. Nous sommes des républicains aussi. Donc, on a ouvert des ateliers aussi sportifs, on a ouvert des concours artistiques entre composantes, centralisées. On a essayé de faire du lien autrement que parler de l'utile. On a besoin d'un peu de parler inutile, parce qu'à force de parler utile en permanence, on en perd la substance. La deuxième chose, on leur a dit, quelle que soit l'issue, ça c'est important qu'ils l'entendent, quelle que soit l'issue de cette crise, c'est-à-dire à la rentrée, il y aura de toute façon de la consolidation disciplinaire au choix. 2, pour les étudiants qui ne trouveront pas d'issue, on préfère les inscrire chez nous sur la notion de double compétence, plutôt que de les laisser dans une situation d'échec. Et pour les étudiants qui sont insérés, ils partiront avec ce que j'appelle moi une estime de soi quand même un peu écornée. On leur offre 20% de leur temps en accord avec l'entreprise pour de la consolidation. C'est-à-dire on leur a donné un discours positif d'accompagnement à la rentrée déjà, pour que ça soit important. Évidemment, on a discuté avec les syndicats patronaux, on a discuté avec le territoire, avec les politiques, pour qu'on puisse donner un discours positif. Mais on sait pertinemment que ça ne sera pas suffisant. Nous avons conscience que ce sont des mesures pour positiver. Derrière ce niche, quelque chose qui me semble important à souligner, la crise organique de l'université de manière générale. Tout à l'heure, je vous ai donné un chiffre sur Amiens. L'université n'est pas perçue aujourd'hui dans la cartographie française comme un moteur économique. Quand on a parlé de plan de relance, on n'a pas parlé d'université, alors que c'est un investissement. La deuxième chose qui me semble importante, concernant l'université toujours, c'est qu'au-delà du fait qu'elle relie et qu'elle crée, les étudiants nous ont bien fait comprendre qu'ils ne viennent pas que pour les diplômes. Ils viennent aussi pour autre chose, pour se structurer, pour faire des choix, pour un petit peu rompre avec leur famille. Sur le premier confinement, je vous l'avoue, j'avais peut-être un préjugé de prof de base, c'est que je pensais que dans les campus, au niveau des villes, j'allais trouver que les étudiants internationaux. C'était que 40%. 60%, c'était des étudiants qui étaient dans des zones blanches, en rupture familiale, voilà, qui se sont retrouvés dans cette situation et qu'il fallait absolument répondre. Après, tout à l'heure, j'avais parlé des leçons de cette crise. Ce qui se cache derrière, c'est lorsque l'université, on a fait de la massification, on y adhère. On adhère à la notion de massification. Mais la question, c'est que l'évolution de l'effectif n'a jamais été accompagnée par une évolution de moyens. En moyenne, je vais faire en moyenne parce que je veux parler au nom de mes collègues des autres universitaires, l'évolution était de 20% annuellement, avec une évolution de moyenne de 13%. Vous regardez un effet cumulé sur 10 ans, vous allez voir un petit peu la catastrophe en termes d'organisation. C'est-à-dire lorsque on annonce
l'accueil d'étudiants en annonce en permanence la dégradation de nos conditions de travail. Lorsqu'on dit on a augmenté, chaque année, en France, on peut ouvrir une université. Voilà, grosso modo. Si on dit que nous avons tant d'étudiants, et c'est une bonne nouvelle pour la nation, parce qu'on forme davantage de gens, donc si on est en train d'aller vers une société du savoir, vous savez, on dégrade nos conditions de travail. Et on se retrouve, dans mon humble situation, mais c'est la situation de tous les présidents, à choisir entre une mission d'enseignement et de recherche. Est-ce qu'on choisit un prof ou on choisit un médecin? Vous voyez? Donc là, il y a quelque chose que la crise nous a révélé, c'est que derrière se cache le manque de moyens, derrière se cache une prise de conscience de l'état de nos étudiants. Quand les étudiants, et vous le dites, et on le dit tous, que par exemple le niveau a baissé, ils en ont conscience. Ils savent qu'ils viennent, ils n'ont pas une très haute estime d'eux quand ils sont à l'université. Notre rôle, c'était de les réenchanter et de essayer de les pousser vers la réussite. Ouais. Si en plus vous les oubliez dans le discours, vous ne parlez pas à eux, et que ils sont considérés comme du type digestif devant un écran, évidemment, l'effet crise a fait que ces choses-là se sont vraiment un petit peu exposées devant nos yeux. Tout à l'heure, M. le Président a parlé de 19%. Dans les 19%, il y a 66% qui ont scénarisé leur suicide. C'est-à-dire, ils ont parlé de cordes, de gaz, de se jeter sur les rails. C'est pas neutre. Quand on scénarise, quand on a des pensées suicidaires, mais je pense que nous avons des spécialistes qui peuvent démêler ce type de problématique. Quand on est à la scénarisation, ça c'est problématique. Parce que nous, on le prend comme un échec en tant qu'éducateur. On se dit, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas perçu. Et je ne voulais pas vous plomber avec mon témoignage, mais je voulais juste dire que ce qui nous manque, nous, d'abord au-delà, je ne vais pas faire la pleureuse et dire il nous faut des moyens. Il faut une prise de conscience collective de ce que nous voulons faire dans nos étudiants. Ce ne sera pas à l'université de répondre, c'est une réponse sociétale qu'il faut. La deuxième chose qui me semble importante et qu'il faut peut-être qu'on adresse à nos jeunes, parce qu'on ne leur parle pas assez, on est en train de leur dire, grosso modo, c'est la guerre. J'ai noté ce mot-là. Là, je dis l'histoire fait date. Quand on déclare la guerre, ça veut dire qu'on met les jeunes au front. Et on dit le quoi qu'il en coûte. C'est là où, moi, en tant que président, je pose le problème. Ça veut dire quoi qu'il en coûte? Il s'agit de qui? Et combien? Et comment? Parce que c'est ça. C'est là où la politique commence dans le sens noble du terme. Donc, ils entendent ça, ils entendent aussi la dette. Donc, vous allez faire la guerre, vous allez le payer, et en plus, il y a la dette. Et je crois que dans le discours politique, il faudrait qu'on trouve les formules justes. Nous savons très bien que la situation est compliquée pour tout le monde. Je ne serai pas là en train de vous dire, il aurait fallu, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je suis physicien, modestement, je peux parler de physique, mais le reste, il y a des gens qui savent en parler mieux que moi. Les scientifiques aiment ça, que chacun, quand je dis scientifique dans le sens large du terme, que chacun parle derrière sa posture disciplinaire, parle de ce qu'il sait, et essaie de le dire au mieux, plutôt que de dire ce qu'on a vu, à mon avis. Avoir un avis, c'est une chose, se forger un avis, ça en est une autre. Il y a une nuance entre l'avis et le jugement, et c'est pour ça que je ne vais pas camper ça. Le dernier point que je voulais évoquer, parce que je sais que je suis dans les 10 minutes, c'est la notion de l'après, parce qu'on a beaucoup entendu cette notion-là. Les historiens en parlent mieux que nous, l'après, ils le savent. Il y a 3 choses qui vont sortir dans l'après. 3 choses. L'amnésie, la problématique de Saint-Augustin, c'est-à-dire vouloir rattraper le temps, et la cristallisation des certitudes. Les eurosceptiques seront eurosceptiques, les pro-européens seront pro-européens. Il ne faut rien espérer de l'après si on ne l'investit pas maintenant, si on ne se dit pas qu'il y a quelque chose qu'il faut faire pour cet après. Et moi, je pense que pour l'après, on aura un petit peu d'excès, une fougue qu'il faudrait peut-être encadrer, il faut une offre plus importante. On va peut-être, Patrick parlera de nombre de psys. En Écosse, moi j'étais choqué, en Écosse, il y a quand même 5 fois moins d'étudiants qu'au niveau français. Ils ont débloqué 80 postes de psychologues. Pour l'échec, en Picardie, c'est le sud Hauts-de-France, il n'y a que 6 psychologues qui se sont proposés pour prendre l'échec. Pour moi, ça, ce n'est pas une réussite. Certainement pas une réussite. Et ça se comprend. On a du mal, nous, à les attirer vers nous parce que nous sommes bloqués par la tarification, nous sommes bloqués par un certain nombre de problématiques, et puis ils ont beaucoup à faire avec cette crise.
donc on ne va pas les surcharger. Mais je crois que, juste pour conclure, pour l'après, il va falloir repenser notre modèle. Il va falloir repenser ce que nous allons dire aux étudiants de septembre, parce qu'on va se retrouver avec des élèves qui n'ont pas vu de prof pendant quasiment 2 ans, et des L3, parce que les secousses, nous sommes à la 2e, je pense qu'il y en aura une 3e à la rentrée, je pense qu'on aura une 4e ou 5e dans 2 ans, 3 ans, parce que c'est un effet retard qui se joue. Et je veux conclure là-dessus, c'est que soyons vigilants sur cet après-là, parce qu'il faut le construire maintenant, et c'est maintenant qu'il faut faire des propositions pour cet après. Il ne faut rien espérer d'une crise, à part qu'elle n'atteigne pas les nôtres. Voilà, merci. Monsieur le Président, merci pour la très grande qualité de votre intervention, très haute, avec des perspectives tout à fait intéressantes et qu'on espère collectivement lumineuses pour sortir du tunnel dans lequel nous sommes tous, sans transition, parce que ça serait difficile d'en faire une. Je vais passer la parole au docteur Adjé, au docteur Bigot. Vous organisez votre temps de parole comme vous le souhaitez. Vous avez environ 10 minutes. Oui, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs les sénateurs, merci beaucoup de nous recevoir. Nous sommes venus sur place, on avait le choix sur place en présentiel, et on a bien sûr fait le choix de la présence. Je dis ça par rapport à ce qui s'est passé avec les étudiants pendant la crise sanitaire. Mais nous, comme les étudiants, on préfère ça aussi. Oui, mais c'est comme tout le monde, on préfère tous. Mais je voulais témoigner de ce qui s'est passé, c'est-à-dire pendant le premier confinement, les étudiants n'ont pas pu venir. Et on a maintenu nos séances pendant les 3 mois en distanciel. Et le deuxième confinement, ils avaient le choix. 99% sont venus sur place. Et donc ça nous paraît important que la dimension de l'incarnation dans le soin, elle est essentielle. Donc ça, c'était un propos par lequel je voulais commencer parce que ça me paraît très important par rapport à ce qui peut se discuter aussi sur ce qu'on peut faire pour les étudiants. Je crois que cette dimension-là, elle est très importante. Donc au départ, il m'a été demandé de faire une présentation sur l'action concrète du BAPU Pascal et l'état des lieux des difficultés psychologiques. Et puis j'ai pensé qu'il serait intéressant de faire cette présentation de manière conjointe avec Thierry Bigot, qu'on vous a présenté, qui est donc responsable d'une unité d'hospitalisation dédiée aux étudiants dans le service de psychiatrie de l'Hôtel-Dieu à la PHP. Et si on a pensé que ce serait intéressant de venir ensemble, c'est parce que d'une part, comme moi, c'est un acteur de terrain et il vous parlera de sa clinique, et d'autre part parce que nous travaillons ensemble au quotidien depuis des années dans le cadre d'un réseau de soins francilien qui s'appelle Respect et dont il vous parlera aussi. Il nous paraît essentiel que vous connaissiez l'existence de ce réseau. Alors j'en viens au BAPU. Les bureaux d'aide psychologique universitaire, donc, et je vais vous parler du BAPU Pascal. Mais je me fais en même temps le porte-parole d'une association toute jeune, née en 2018, qui fédère les 18 BAPU qui existent en France. 18 BAPU, c'est très peu. Elle regroupe donc, cette association, tous les professionnels engagés dans le travail dans les BAPU, qui partagent leurs expériences cliniques et leurs expériences institutionnelles, leur rapport avec les tutelles. Donc on échange aussi beaucoup sur ces thèmes-là. Et ce qui est très frappant, c'est qu'on vient de 18 endroits différents. Ce qui est très frappant, c'est qu'au-delà d'une certaine diversité des pratiques, liées à l'histoire locale des institutions, il y a une convergence des cliniciens sur des fondamentaux de la prise en charge des étudiants en souffrance. C'est ce dont je vais essayer de témoigner en partant du BAPU. Donc le BAPU Pascal, historiquement, c'est le premier. Il a été créé en 1956 et il a été créé par une mutuelle étudiante, l'AMNEF, elle-même issue d'un syndicat étudiant, l'UNEF, à l'issue des travaux d'un comité national universitaire pour la santé mentale, dans lequel il y avait eu de multiples intervenants. Alors ce qu'il faut souligner au passage, et Monsieur le Président l'a rappelé tout à l'heure, c'est que depuis les années 70, les BAPU, mais aussi les services de santé universitaires, avec qui nous travaillons en étroite collaboration, n'ont obtenu presque aucun moyen supplémentaire, alors que la population étudiante a été multipliée par 8 dans ces 50 dernières années. Dans certaines grandes villes universitaires comme Nantes, Bordeaux, Toulouse et Lyon, il n'y a pas de BAPU.
Alors, le texte qui définit l'agrément des BAPU, qui s'appelle l'annexe 33, indique qu'il s'agit de proposer une aide psychologique gratuite afin de prévenir, dépister et traiter les étudiants qui souffrent de troubles mentaux ou de difficultés psychologiques. C'est dans le texte et c'est ce qu'on fait. Aide gratuite, c'est essentiel. Le coût des soins est reconnu comme un obstacle majeur pour que les étudiants se soignent. Ils n'ont pas les moyens de se payer une aide psychologique puisqu'ils ne gagnent pas encore leur vie, ou s'ils la gagnent, c'est pour payer leurs études. Et très souvent, ils ne veulent pas s'adresser à leurs parents pour une démarche qui s'inscrit dans un processus d'autonomisation. Donc la gratuité, c'est essentiel. Prévenir, dépister et traiter, ça aussi c'est très important. Les BAPU, depuis qu'ils existent, assurent ces 3 fonctions. Leur combinaison dans un même lieu est un formidable atout. La prévention et le dépistage ne sont pas l'apanage des BAPU. Il y a d'autres structures qui y participent. Mais ce sont les seules structures publiques destinées aux étudiants qui permettent un traitement, ce qu'on appelle des structures d'aval. Le BAPU Pascal accueille tous les étudiants de milieux, d'âges, de pays différents, d'autant qu'il a une antenne à la Cité internationale de l'Université de Paris. Il est rattaché à la clinique médico-universitaire Georges Heuillère. Il fait partie de la Fondation Santé des étudiants de France. C'est un avantage fort pour insérer les prises en charge dans un parcours de soins. L'arrivée récente d'un chef de clinique dans le dispositif s'inscrit dans une volonté de la Fondation de développer un pôle ambulatoire hospitalo-universitaire destiné aux étudiants. Le BAPU Pascal est ouvert aux étudiants, quelle que soit leur demande et leur psychopathologie. Tous peuvent s'y rendre, quel que soit l'établissement dans lequel ils sont inscrits, public ou privé, école, BTS, tout. Mais aussi quel que soit leur domicile ou leur lieu de scolarisation. La majorité des étudiants viennent au BAPU de leur propre initiative. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, on en a beaucoup qui poussent la porte. Enfin, ils nous trouvent sur Internet ou le bouche à oreille, mais c'est un aspect essentiel. La majorité de ceux qui viennent se débrouillent pour arriver jusqu'à nous. Outre la gratuité, le fait qu'ils soient en dehors de leur lieu d'études facilite la démarche car il assure la confidentialité et protège d'une stigmatisation réelle ou redoutée. Parfois, quelques rencontres suffisent pour dénouer une situation. La durée de la prise en charge, la fréquence des rencontres sont ajustées à chacun. En moyenne, la durée est d'1 an, mais ça recouvre des réalités très différentes. Les étudiants que nous voyons souffrent principalement de stress, de troubles du sommeil, d'anxiété, de dépression, mais aussi d'isolement et de blocage dans leurs études. Et évidemment qu'avec la crise sanitaire, la problématique de l'isolement et du décrochage est devenue majeure, catastrophique. Certains ont des idées suicidaires, ça a été évoqué, et puis différents troubles des conduites. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces symptômes s'inscrivent toujours dans une histoire. Ils révèlent une fragilité qui est mise à jour par ce moment charnière, en particulier du point de vue de l'autonomie, qui est le temps des études. Et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup d'étudiants qui décompensent en ce moment, c'est-à-dire que ceux qui n'auraient pas décompensé sans la crise sont exposés à un stress plus fort et décompensent. Et donc, c'est très important de les accueillir dans ce temps-là, pour que la souffrance que montrent leurs symptômes n'évolue pas vers un trouble. Et non seulement ça, mais aussi pour qu'ils arrivent à faire des choix de vie qui leur permettent de se trouver et qui leur évitent de devenir des adultes malheureux et qui coûtent très cher à la société. Alors, il n'y a que 2 BAPU à Paris, le BAPU Pascal et le BAPU Luxembourg, qui est géré par la Croix-Rouge. Ils assurent à eux deux 17 000 actes et accueillent 1 000 étudiants par an. Et cela avec 13,5 équivalents temps plein de cliniciens. Je ne vous dis pas le budget, c'est dérisoire. Mais il y a 400 000 étudiants dans les universités parisiennes, 600 000 en Île-de-France. Parce que les BAPU parisiens reçoivent aussi bien des étudiants de Paris que des étudiants qui demeurent en banlieue. Les BAPU sont saturés depuis des années. Depuis des années, on le crie. Nous sommes constamment confrontés à des questions éthiques pour gérer les listes d'attente. Constamment. Et ce qui s'est dit au moment de la crise sanitaire sur les services de réanimation, qui est apparu comme
insupportable, c'est quelque chose à quoi on est confronté, nous, depuis des années. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Il va mal, oui, mais il y a l'autre qui attend depuis longtemps, etc. On est amené à faire... on est dans des discussions éthiques très compliquées et qui nous rendent moins disponibles pour notre travail. Voilà, je passe la parole à Thierry Bicou. Merci encore, mesdames et messieurs les sénateurs, d'auditionner des cliniciens de terrain. Je vais vous parler pas mal de cliniques d'ailleurs, impliqués dans la prise en charge et la souffrance au quotidien des étudiants. Comme l'a dit Frédéric Adjé, c'est à ce titre, en tant que praticien hospitalier responsable de cette unité à l'Hôtel-Dieu, dédiée aux étudiants, mais aussi au titre de vice-président du réseau Respect, que je m'adresse à vous. Respect comme réseau de soins psychiatriques et psychologiques pour les étudiants. Partant du constat que les différentes structures de soins psy-étudiants fonctionnaient trop souvent de manière clivée les unes des autres et que, de ce fait, l'offre de soins apparaissait éclatée, sans la cohérence requise pour la prise en charge des difficultés psychologiques, le réseau associatif Respect s'est constitué en 2008 et a eu comme objectif d'inclure tous les acteurs de la prise en charge des troubles psychiques proposés aux étudiants de Paris et d'Île-de-France. Alors c'est ouvert à tous, mais principalement médecins généralistes, on n'en a pas beaucoup, pas suffisamment d'ailleurs, spécialistes libéraux, de la même façon, ça fait partie des objectifs de l'association que de développer, en raison de ce qu'évoquait Frédéric à l'instant, c'est-à-dire la question les spécialistes libéraux, c'est la question du paiement aussi des soins, et donc c'est pas évident de trouver un réseau d'aval. Mais ça regroupe aussi tous les services de médecine préventive universitaire, interuniversitaire, des structures de consultation spécialisées, donc bien sûr les BAPU, des CMPP, donc le centre médico-psychologique ou psychopédagogique, ou d'autres consultations spécialisées. Ça peut être notamment, au tout début, venait pas mal le CPOA, qui est le Centre psychiatrique d'orientation et d'accueil à Sainte-Anne, qui a ouvert un accueil pour les jeunes adultes. Ça regroupait aussi, et ça regroupe toujours, des établissements d'hospitalisation psychiatrique qui reçoivent des étudiants, des structures associatives privées, la Fondation de santé étudiants de France, etc. À l'époque, l'idée était de mettre en place un réseau de soins ouvert qui permettait de faire le lien entre les structures par une meilleure connaissance mutuelle des fonctionnements de chacune d'entre elles et de favoriser une meilleure articulation des soins psychiques apportés aux étudiants, que ce soit par l'intermédiaire de raccourcissements de délais de prise en charge, une meilleure coordination, la mise en place de projets thérapeutiques élaborés au cas par cas par les différentes structures impliquées. Et il s'agit aussi, bien sûr, ce réseau d'un lieu d'échange, de partage, de formation pour les psychologues, psychiatres, généralistes et assistants sociaux qui participent au réseau. Aujourd'hui, c'est le seul réseau fonctionnel de ce type dédié spécifiquement à la santé psychique des étudiants. Et il est ouvert à tous les acteurs de la prise en charge psychiatrique et psychologique des étudiants. Outre la poursuite des objectifs initiés, l'ambition de Respect est plurielle. Elle est de mobiliser d'autres structures de soins jusqu'ici peu ou encore non impliquées dans le réseau. Il y en a de plus en plus maintenant sur Paris, donc l'idée, ça serait même potentiellement d'aller un peu plus vers le national, d'impliquer d'autres acteurs permettant un relais en libéral tenant compte de la problématique financière des étudiants, ce que j'évoquais à l'instant, pour assurer une continuité de prise en charge notamment, favoriser le développement de projets et de dispositifs innovants, sensibiliser aux problématiques spécifiques des étudiants, autant le grand public que les acteurs du champ sanitaire. On se rend compte combien le grand public a découvert lors de cette crise combien les étudiants pouvaient souffrir. Mais on le sait depuis longtemps, très longtemps. Je reviendrai tout à l'heure. Il y a plein de rapports qui ont déjà évoqué ça de très longue date. Mais la mise en scène médiatique, je dirais, liée au Covid, a bien sûr acutisé tout ça et fait prendre conscience.
L'idée est aussi, pour le réseau, de promouvoir une prévention primaire, secondaire et tertiaire efficiente et spécialisée pour les étudiants, et bien sûr de se structurer potentiellement. On a longuement hésité en véritable réseau de soins avec des moyens pérennes. La difficulté, c'est quand on se structure vraiment en vrai réseau de soins, les moyens ne sont jamais pérennes. Donc il faut relancer des dossiers, et on est tous des cliniciens qui passent énormément. Enfin, moi, je suis à 90% de mon activité, c'est de la clinique, et on est tous débordés, ce qui fait que c'est pas évident de relancer des dossiers, etc. Alors, mon implication dans ce réseau se situe en amont de sa création, d'ailleurs, parce que j'étais auparavant à Cochin. J'étais responsable d'une unité d'hospitalisation dans le service de psychiatrie, et on avait à l'époque, bien longtemps avant la création de Respect, on avait déjà passé une convention avec le BAPU Luxembourg pour améliorer justement les liens, et que le BAPU Luxembourg puisse hospitaliser plus facilement chez nous, et de la même façon qu'on puisse avoir plus de contacts et de facilités éventuelles pour des patients qui étaient urgents pour une prise en charge psychothérapeutique. Cette implication, de ma part, est directement liée à ma pratique clinique auprès des étudiants reçus en consultation, hospitalisés à l'Hôtel-Dieu. À l'Hôtel-Dieu, c'est une unité ouverte qui accueille des patients en service libre, qui sont volontaires pour leurs soins. On y reçoit des patients adressés par des correspondants, par les membres du réseau, ou encore via les urgences. Et on en a eu beaucoup via les urgences, et de plus en plus via les urgences. Il s'agit pour la plupart d'étudiants en situation de décompensation psychique, au sens du passage d'un état stable à une rupture d'équilibre. C'est le sens systémique de la crise, finalement. Avec apparition de symptômes psychopathologiques dont certains ont déjà été évoqués par Frédéric Adger, et notamment des états anxieux aigus, des troubles dépressifs de plus en plus majeurs, des troubles des conduites alimentaires, des troubles addictifs, des désorganisations d'allure psychotique, et bien sûr des idéations suicidaires ou des mises en acte auto- ou hétéro-agressifs, c'est-à-dire des passages à l'acte suicidaires potentiellement ou hétéro-agressifs. Les raisons de ces décompensations sont multiples, et sont spécifiques et assez nombreuses. Que ce soit les enjeux académiques, conjugués avec une vulnérabilité psychique personnelle propre à cet âge de la vie, où se joue l'autonomisation, la socialisation et la construction d'une des parties de notre identité, qui est la partie professionnelle. Les renoncements nécessaires au choix d'orientation conjugués aux pressions académiques ou familiales. Beaucoup de nos étudiants arrivant en hospitalisation se sentent pressurisés, que ce soit d'ailleurs par l'académie, par les enjeux académiques, ou par la famille, leur propre famille, qui peut parfois mettre une pression, sans compter qu'eux-mêmes se la collent directement ensuite. Un environnement d'études moins contenant au départ, puisque moins contenant et souvent plus anonyme que dans le secondaire, une éventuelle séparation du foyer familial, soit en raison du lieu d'études, soit par désir d'autonomisation, la paupérisation des étudiants, qui est de plus en plus importante. Plus d'un tiers, aujourd'hui, sont en très grande difficulté financière. La massification de l'enseignement supérieur, une sélectivité accrue, des idéaux de résultats parfois malmenés par la réalité de ceux-ci. Et on voit ça notamment dans les grandes écoles, où dans les grandes écoles, il y a une pression, je veux dire, c'est presque un honneur que d'avoir un 5 sur 20. Et sur le plan de l'estime de soi, ça peut créer pour un certain nombre beaucoup de dégâts, sans compter la pression des professeurs. Mais ça peut être aussi à la fac, de la même façon. Et bien sûr, toutes les difficultés d'insertion future dans le milieu professionnel, qui sont encore plus aggravées. Ces angoisses liées au futur professionnel sont majorées actuellement.
Alors les effets de la pandémie, justement, l'isolement social, le sentiment d'enfermement, l'impossibilité de se projeter, les incertitudes sur cet avenir, la précarité encore accrue. Tout le monde a en tête, bien sûr, les étudiants faisant la queue pour avoir des plateaux repas ou des choses gratuites, quoi, hein. Le téléenseignement, l'angoisse au regard des effets du virus, qu'il ne faut pas négliger. Beaucoup de jeunes ont finalement une très grande inquiétude au regard du virus. Tous ces éléments ont exacerbé cette réalité et parfois précipité les étudiants dans ces troubles psychiques et pour certains, malheureusement, vers le suicide. Et on en a eu un certain nombre et des tentatives, ça on en a aujourd'hui. Actuellement, plus de 60% des lits totaux du service, donc on a une unité qui au total fait 27 lits, oui c'est ça, 27 lits, plus de 60% des lits totaux du service sont occupés par les étudiants. Ça va au-delà de l'unité dont j'ai la responsabilité. Une grande majorité d'entre eux sont hospitalisés pour des idéations ou des tentatives de suicide. Ce qui est quand même très très marquant, il y a toujours eu, mais le taux est de plus en plus important. À ce propos, d'ailleurs, on a mis en place dans le service une cellule téléphonique de régulation de l'offre de soins en suicidologie qui peut permettre des professionnels de santé, tout type de professionnels de santé, et notamment, on a pensé beaucoup pour les étudiants, mais aussi pour la police d'ailleurs, qui leur permettent d'aider à l'évaluation et l'orientation des patients suicidaires ou suicidants, selon la disponibilité des structures ambulatoires et hospitalières. Pour bon nombre des étudiants, c'est une première hospitalisation en psychiatrie, voire un premier contact. Outre la prise en charge classique des troubles psychiatriques, le travail avec les étudiants présente des spécificités tant sur le plan relationnel que dans la prise en compte de la temporalité des études au regard de la temporalité psychique. C'est-à-dire que les études, elles continuent. La temporalité des études, elle est linéaire. La temporalité psychique, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui fait que beaucoup d'étudiants sont à certains moments pris en difficulté parce que sur le plan psychique, c'est difficile d'avancer et en même temps, la temporalité des études, elle avance. Sur le plan relationnel, la demande de ces jeunes est souvent peu claire au départ et multiple, qui concerne la souffrance interne, d'une réalité interne, mais aussi une souffrance liée à des facteurs externes, divers. Elle s'exprime souvent sur un mode où il est difficile de la verbaliser directement. Ils sont encore en sortie d'adolescence pour un certain nombre. Donc la verbalisation et l'arrivée à l'élaboration des choses est compliquée. On entend quand même beaucoup de « je sais pas » quand on leur pose une question. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Et ce qui fait que la manière dont ça s'exprime, ça va être souvent soit sur le mode parfois de l'agressivité, de la méfiance pour la psychiatrie, notamment pour des premiers contacts, ou sur celui d'une attente massive avec une exigence de soutien inconditionnel et permanent, presque sur un modèle parental protecteur, quoi. Et ce qui est la plus grande difficulté, c'est d'arriver à trouver une bonne distance relationnelle pour rassurer et contenir les angoisses d'un étudiant souvent très perdu. C'est toute la difficulté aussi lors des premiers entretiens de contact, où ce premier contact avec un intervenant psy est un contact très très important. Parce que dans ce premier contact va se jouer la confiance, l'accroche relationnelle et la possibilité de ne pas différer des soins par la suite, etc. Et finalement de développer des troubles plus importants. Toute la difficulté avec l'échec psy. On l'évoquera peut-être lors des questions tout à l'heure, parce que je ne vais pas directement évoquer là, mais c'est toute la difficulté avec l'échec psy, puisqu'il y a trois séances, renouvelables 3.
quand une accroche relationnelle commence à apparaître, c'est difficile de fermer la porte. Hein. Un étudiant qui va investir déjà un début de prise en charge de manière très importante. Donc, pour nous, c'est d'arriver à trouver cette bonne distance relationnelle. Par ailleurs, c'est ce que je vous disais, prendre en compte la question des études qui envahit souvent le discours des sujets, qui sert souvent d'ailleurs un peu d'écran pour masquer le mal-être. Tout est reporté sur les études. Et en même temps, il faut arriver à prendre en compte cette question, mais en permettant aux étudiants de se dégager de la culpabilité qui est associée. Sans perdre de vue, bien sûr, la possible participation des étudiants durant leur hospitalisation aux étapes clés de des études, c'est-à-dire les limites de date pour les choix de filière, pour des rendus importants, pour certains l'examen si l'étudiant s'en sent capable. Dans certains cas, c'est un travail de deuil d'une filière d'études et la construction d'une autre qu'il va falloir accompagner tant sur le plan psychologique que social. Durant ce temps hospitalier, la poursuite d'une éventuelle psychothérapie est souvent favorisée aussi. Je terminerai en soulignant une nouvelle fois l'importance du travail en réseau. Non pas un réseau qui se décrète. On peut toujours, pour métaphorer, on peut toujours sauter sur sa chaise en criant comme un cabri, en criant réseau, réseau, réseau. C'est pas comme ça qu'il se construit. Il se construit lentement, très progressivement, par une connaissance de tous les acteurs de terrain. Et c'est un processus qui prend du temps. Je dirais, nous, ça fait des années maintenant qu'on se connaît et on travaille en toute confiance. Et c'est pour les étudiants, c'est fondamental. Lorsqu'un étudiant décompense ou présente un risque majeur, il est important d'agir rapidement, mais sans précipitation. Oui. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. Simplement, pour conclure, on a fait publier une tribune dont vous avez, je pense, un certain nombre d'éléments dans le dossier. Et bon, dans cette tribune, cette importance du travail de réseau, on la ressouligne, mais on souligne surtout l'importance il y a des structures qui existent. Il y a des intervenants. Certes, la lisibilité n'est pas toujours très claire, parce que y en a un certain nombre, et je pense que ça serait à l'ARS de pouvoir un jour recenser, ça serait son rôle, recenser toutes les structures de soins. Sinon, tout le monde se passe la main, et puis on dit toujours, c'est pléthorique, il y a beaucoup de structures de soins, etc. Mais c'est pas forcément le cas. Donc, c'est vraiment un élément fondamental, mais les moyens actuels pour les structures existantes, restent très insuffisants. Désolé d'avoir dépassé, je pensais qu'on avait un tout petit peu plus. Merci beaucoup, docteur Bigot, parce que grâce à vous, on a accédé à un domaine dans lequel on ne rentre jamais, c'est celui de votre intervention clinique, et qui est pour un parlementaire quelque chose qui est absolument inaccessible. Et donc on a pu mesurer de façon très concrète quelle pouvait être votre activité par rapport à un public dont on a compris que psychologiquement, il était difficile aussi à cerner. Avec votre autorisation, je vais céder la parole à mesdames Laurentine Véron et Fanny Sauvade pour passer à des voix féminines après les voix masculines et pas vous reléguer en fin d'intervention. Donc je vous laisse la parole, vous avez 10 minutes, mais là j'ai du mal à vous astreindre à un agenda bien contraint avec les débordements qui ont eu lieu avant. Donc si vous pouviez être synthétique, ça serait très bien, ça permettrait une discussion après. Mesdames, c'est à vous. Oui, juste, vous avez envoyé un PowerPoint, je ne sais pas avec qui. Est-ce qu'il peut être mis en ligne, diffusé? On peut essayer. C'est possible? Commencez, puis on va essayer de voir comment on peut faire ça.
faire passer ça. Tout d'abord, merci pour votre invitation et de nous donner l'opportunité de nous exprimer également en tant que clinicienne. Nous allons faire notre maximum pour tenir le timing et nous concentrer du coup sur la demande qui nous a été adressée initialement, qui était de présenter notre travail de terrain auprès des étudiants, et puis nous pourrons approfondir par la suite sur d'autres questions après les présentations de chacun. Donc nous sommes psychologues de formation et nous avons créé il y a 11 ans maintenant, une association à but non lucratif qui est donc Aptitude et qui a pour objectif de favoriser le bien-être des étudiants pour qu'ils puissent s'épanouir à la fois au niveau personnel et dans leurs études, puisque les deux dimensions sont bien sûr intriquées. Nous avons créé l'association à la sortie de notre diplomation en psychologie, faisant constat durant nos études qu'il y avait un mal-être étudiant prégnant. Et ce constat a été vérifié via les enquêtes étudiantes sur la santé mentale qui, à l'époque, déjà faisaient état en fait d'une prévalence de certaines difficultés psychologiques et de certains troubles. Ont été déjà cités l'anxiété, la dépression, les états de crise suicidaire, les addictions, etc. Donc nous avons créé l'association aussi essentiellement en complémentarité des services déjà existants, à savoir les services de santé universitaires, les BAPU. Mais voilà, ces offres d'accompagnement psychologique pouvaient en tout cas être limitées sur certains territoires. Nous, là, géographiquement, donc nous sommes à Lyon derrière nos écrans, et l'association a été créée à Lyon. Et effectivement, à l'époque, et c'est toujours le cas, typiquement, il n'y a pas de BAPU à Lyon. Heureusement, nous pouvons compter sur les centres de santé universitaires. Mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir aussi apporter une réponse à ceux qui n'avaient pas accès à ces services, c'est-à-dire 40% des étudiants. L'idée étant aussi de vraiment avoir toute une dynamique qui allait de la prévention à la promotion de la santé mentale, en passant par la prise en charge, puisqu'il y a des troubles et c'est important de les prendre en charge, mais c'est aussi important d'agir au plus tôt, au plus près des étudiants, même quand il n'y a pas de difficultés installées ou chroniques. L'idée aussi était d'avoir une structure qui soit vraiment déstigmatisante et avec des conditions d'accès facilitées pour lever les freins à la consultation. Est-ce qu'on peut vous inviter à avancer d'une ou deux diapos ? C'est nous qui pouvons faire ? Je ne sais pas. Non. Alors, on ne sait pas comment faire circuler le diaporama. Voilà, non, mais vous êtes au Sénat à la pointe de la technologie, tout va bien se passer. Allez-y. Je pense qu'on peut encore une, si c'est possible. Merci. Voilà, merci. Bon, c'était juste pour avoir un support visuel pour ceux qui fonctionnent mieux de cette manière-là. Mais voilà, quelques chiffres clés pour vous montrer un peu à quoi ressemble aujourd'hui l'association. Donc, Aptitude, c'est une présence dans plus de 40 villes de France, mais une ouverture à tous les étudiants de France qui sont éligibles à nos actions, notamment grâce à des interventions en distanciel et plus récemment grâce à un soutien de la Fondation de France. Voilà, nos actions sont faites exclusivement par des psychologues cliniciens qui interviennent sur le terrain, et elles sont financées par des partenaires qui offrent en fait un accompagnement psychologique et des actions de prévention pour leurs étudiants. Ces partenaires sont essentiellement des établissements d'enseignement supérieur et des résidences universitaires, que ce soit les Crous ou des résidences privées. Par rapport à quelques chiffres d'évolution, puisqu'on parle de la crise, par rapport à l'année dernière, qui était donc une année Covid, et là on va vous donner des chiffres qui sont partiels, puisque l'année est loin d'être finie. Nous, on a vu effectivement une explosion des demandes de rendez-vous, plus 27% par rapport à l'année dernière. Au niveau des crises suicidaires, c'est-à-dire que nous, on filtre les crises suicidaires au niveau du secrétariat pour pouvoir les évaluer, les orienter en fonction de l'urgence. Plus 71% par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire que là, on en est déjà à 120 pour cette année. Et là, je ne vous parle pas de toutes les situations qu'on a en consultation. Ce qui est important de souligner aussi, c'est la mobilisation des acteurs autour des étudiants et notamment des établissements d'enseignement supérieur. On a eu énormément de sollicitations. Alors déjà, tous nos partenariats se sont étoffés et étendus entre l'année dernière et cette année pour répondre aux besoins étudiants. Là, les 142% en plus, ce sont des demandes de nouveaux partenariats avec des structures avec qui on ne travaille pas encore. Voilà.
Pour vous dresser un petit panel de nos actions, pour illustrer aussi notre manière d'intervenir, nous avons différents champs d'action qui sont, comme le disait ma collègue, sur tout ce continuum qui va de la prévention de la souffrance, mais aussi à la promotion de la santé mentale. Il ne faut pas oublier aussi de développer les compétences psychosociales qui permettent aussi de prévenir la souffrance, en passant par la prise en charge. On a donc ce qui s'appelle chez nous les speed meetings. Ce sont des stands de sensibilisation qui visent à aller à la rencontre des étudiants de manière assez informelle. L'idée étant vraiment de lever les freins à rencontrer un professionnel de santé mentale, parce que c'est vrai qu'on parle de la difficulté financière, mais il y a la difficulté aussi psychique. Quand on va mal, on a des difficultés à solliciter le soin et à y aller, à identifier aussi les acteurs qui peuvent nous aider. Donc voilà, ça c'est un des dispositifs qui permet d'aller au plus proche des étudiants. Nous avons aussi les pauses, qui sont des ateliers de groupe sur des thématiques très ciblées, des ateliers de prévention. Donc, on va travailler sur des choses comme le sommeil, le stress, la relaxation, la méthodologie de projet, etc. L'idée étant de mieux outiller les étudiants, tout en bénéficiant de l'apport du groupe, puisque du coup, ça permet aussi de bénéficier de l'expérience des uns et des autres et aussi de créer du lien social, puisque ça a été dit, l'isolement est une problématique étudiante importante. Au-delà de ces actions de prévention, nous avons donc tout un pôle, si vous pouvez revenir sur la diapo précédente. Merci. Nous avons tout un champ donc, de consultation psychologique, d'accompagnement psychologique sous 2 modalités différentes. Une modalité qui est en présentiel, donc c'est ce qui s'appelle chez nous les Happy Hours. Donc là, les consultations sont implantées directement sur les lieux de vie et les lieux d'études. À des horaires adaptés. Typiquement, lorsque nous intervenons en résidence universitaire, nous sommes sur des horaires de soirée pour que ce soit vraiment très accessible et adapté aux emplois du temps des étudiants. L'idée aussi de cette implantation sur les lieux de vie, les lieux d'études, c'est de casser cet aspect qui peut être stigmatisant, d'avoir un lieu de soins étiqueté comme tel, même si c'est parfois important et qu'on accompagne nous aussi les étudiants vers cette transition quand le besoin en est. Mais en tout cas, voilà, d'être au plus proche et de faciliter en termes d'accessibilité géographique, financière, d'accès à l'information aussi. Voilà. Nous avons aussi une modalité distancielle qu'on a mis en place depuis déjà 6 ans. Donc, on a créé il y a 6 ans de la vidéoconsultation par webcam pour les étudiants pour répondre déjà à l'époque à certaines problématiques. Tout d'abord, la mobilité étudiante, c'est, je pense, une problématique au cœur du soin et des ruptures justement dans le parcours de soins. Donc, c'est une caractéristique forte du public étudiant. Cette mobilité, il fallait donc pouvoir y répondre et c'était une manière d'apporter cette solution. Nous avons aussi des étudiants qui ont des emplois du temps très chargés entre l'alternance, entre des jobs étudiants, des emplois du temps aussi académiques extrêmement chargés. Donc, le fait d'être en distanciel avec des horaires plus souples permettait de répondre aux besoins et contraintes aussi de ce public, sans compter les freins d'accès aux soins qui sont les handicaps physiques ou psychiques qui peuvent empêcher la consultation en présentiel. Donc, il nous paraissait essentiel de pouvoir proposer cette modalité-là. Et dans le contexte de la crise sanitaire, cela nous a permis de maintenir une continuité des prises en charge engagées en présentiel sur l'année. Donc voilà, il n'y a eu aucune rupture de prise en charge pour les étudiants que nous avons accompagnés. Par ailleurs, depuis 6 ans, notre expertise et notre expérience de terrain nous montre que les prises en charge en distanciel sont tout aussi efficaces que celles en présentiel, ce que confirme aussi la littérature sur la téléconsultation actuellement. Une autre action chez nous est Porte à Porte. C'est un programme validé qui a bénéficié d'une recherche et qui a montré que les interventions donc sur plus de 4500 étudiants étaient efficaces pour réduire de manière significative la dépression, la détresse et le risque suicidaire chez les étudiants qui en bénéficiaient. Donc c'est très spécifique, mais c'est aussi très corrélé au public étudiant qui, comme on l'a dit, est particulièrement à risque de ces troubles-là et de risques suicidaires. Le cœur des interventions sont menées par des étudiants qui sont formés de façon très conséquente et étroitement encadrés tout au long de leur intervention et qui interviennent du coup, comme son nom l'indique, en porte-à-porte. Pour nous, c'est important aussi quand on parle de prévention, on parle aussi beaucoup de prévention par les pairs. C'est très important, surtout dans ces sujets-là, d'avoir des personnes qui sont quand même des pairs experts. On ne peut pas se permettre de lancer au front des étudiants eux-mêmes qui ne seraient pas suffisamment formés ou accompagnés et par des professionnels.
Donc là, on vous a fait le panel de ce qu'on fait à destination des étudiants. Pour nous, ça a été très important dès le départ aussi de penser aux professionnels qui sont au premier contact des étudiants. On est encore sur les diapos précédentes, désolée. Et donc, du coup, on a des modules de formation à destination des acteurs qui sont souvent les premiers radars en fait, du public, qui peuvent se retrouver confrontés au mal-être et ne pas toujours être suffisamment outillés pour pouvoir accompagner et orienter les étudiants. Donc, c'est comme ça qu'on forme sur le mal-être, le trauma, le suicide, tous les acteurs de la vie étudiante. Toutes nos actions, bien sûr, s'inscrivent finalement en articulation avec les autres acteurs médico-sociaux dans les différents territoires où nous intervenons, puisque les problématiques des étudiants sont souvent complexes, intriquées. Nous pouvons être une première porte d'entrée, mais il est important qu'on puisse aussi avoir d'autres relais et ressources. Enfin, depuis quelques années maintenant, on voit apparaître de nouveaux comportements de santé qui sont l'utilisation d'Internet pour trouver des premières réponses, pour s'orienter vers le soin. Donc, nous avons souhaité aussi penser un site Internet qui est le site d'Aptitude comme un véritable outil de prévention. Donc, il y a déjà de nombreux articles sur les différentes difficultés que peuvent traverser les étudiants, mais aussi déjà des ressources en ligne qu'ils peuvent s'approprier pour une première aide, et également une partie évaluation où ils peuvent avoir une première évaluation de leur mal-être en ligne et une orientation vers les aides adaptées. J'ajoute aussi que c'est important de penser, quand on parle de tout ça, de la présence sur les réseaux sociaux. C'est aussi là où on communique et on trouve le public étudiant. Enfin, dans nos autres actions, une grande partie de nos psychologues intervenants sont formés à l'intervention d'urgence, et donc nous sommes également largement sollicités par nos partenaires pour intervenir lorsqu'il y a des événements potentiellement traumatiques qui surviennent au sein des structures. Et juste pour finir, merci beaucoup. Un petit mot sur nos constats par rapport au Covid. Alors, ça a été largement dit, cette idée que la crise permet quelque part de mettre en avant ces problématiques qui existent qui existent depuis toujours. Nous, on voulait juste souligner au niveau de la temporalité aussi combien finalement les confinements et les différentes phases de cette crise sont aussi très corrélées à une ligne de base qui est très lié au public étudiant, c'est-à-dire que le premier confinement est arrivé à un moment de l'année où il faut bien avoir conscience que le mois de mars, c'est normalement un moment où il y a un petit peu de rechute sur les demandes, les premiers examens sont passés, les étudiants ont pu avoir certaines validations, la fin de l'année approche, ils ont pu se constituer du réseau social, ce qui n'a pas été le cas du deuxième confinement, qui est arrivé à un moment où finalement on était quand même au début d'année, les étudiants étaient peu ou pas du tout en présentiel, et ça arrive à un moment de l'année qui est toujours très difficile chez Public Étudiant, qui est juste après les vacances de la Toussaint jusqu'aux vacances d'hiver. Il y a aussi la chute d'ombre d'heures de soleil qui joue aussi beaucoup sur les états dépressifs. Et c'est toujours un moment où nous, on a une explosion des demandes, une explosion du risque suicidaire, etc. Donc c'est important aussi de ne pas oublier que tout ça est aussi le révélateur, comme on a pu le dire, d'une souffrance étudiante qui est déjà existante et qui fonctionne déjà comme ça. Depuis quelques semaines, on voit aussi apparaître encore plus une forme de détresse réactionnelle, c'est-à-dire, ça a été dit là aussi, mais des étudiants qui, sans cette crise sanitaire, seraient allés bien et auraient bien fonctionné. Ce qui était moins le cas jusque-là, où c'était surtout des troubles qui venaient s'exprimer encore plus fort et plus massivement, mais avec déjà un risque au départ d'être en souffrance du fait de l'histoire, du fonctionnement, de tous les facteurs qui peuvent amener à la souffrance des étudiants d'une manière générale. Sur les problématiques majeures, là aussi, important de souligner qu'on n'a pas vu d'énormes nouvelles problématiques. C'est surtout l'expression qui a été beaucoup plus conséquente et beaucoup plus nombreuse. À noter quand même quelque chose sur les rythmes. On a vu notamment au niveau du premier confinement des inversions du rythme jour-nuit assez conséquentes, avec des troubles du sommeil très conséquents. Alors on peut lier aussi au fait d'être en permanence sur les écrans. Donc là, ça a amené des choses parfois dramatiques. L'isolement des étudiants, à nouveau, qui est quelque chose qui est très existant et qui contraste un peu avec l'image qu'on peut avoir du public étudiant, qui là a été renforcée de manière massive. On peut penser notamment à tous les internationaux, ça a été dit, c'est quand même 35% de la population étudiante. Et cette précarité à la fois sociale, mais aussi financière, avec les étudiants qui perdent leur job, qui perdent leur alternance. Ce qu'on a vu apparaître depuis 2018, c'est la solastalgie, donc tout ce qui est éco-anxiété. Là, c'est des choses qu'on a vu effectivement là aussi augmenter. Le lien a été vite fait entre réchauffement climatique et Covid. Et puis tout ce qui a trait, bien sûr, aux projets professionnels,
professionnelle, à la perte de motivation avec des étudiants qui s'interrogent sur est-ce que je vais pouvoir aboutir mon diplôme, je n'arrive pas à trouver de stage, j'ai du mal à me concentrer, à me motiver à passer mes partiels. Est-ce que quand j'aurai ce diplôme, il aura une valeur? Quelle sera mon insertion sur ce marché du travail qui est déjà bien abîmé? Voilà. On a essayé de tenir dans les temps. On sera ravis de répondre à vos questions dans un second temps. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez tenu à peu près dans le dépassement que tout le monde s'est accordé ici, donc ça allait. Je passe tout de suite la parole à Monsieur Morvan. Je rappelle que vous êtes mode de conf à l'université de Nanterre. Et également membre du collège scientifique de l'Observatoire de la vie étudiante. J'essaierai d'être synthétique. Mesdames, Messieurs les sénateurs, je vous remercie pour cette audition. Je rappelle quelques chiffres en préambule. Les étudiants, une population qui compte. Les données d'OCS nous rappellent que 2,7 millions d'étudiants sont en situation d'études en France, qu'ils représentent, d'après l'INSEE, 2 tiers de la classe d'âge entre 18 et 20 ans, 1 tiers de la classe d'âge entre 21 et 24 ans. Situer les enjeux de santé mentale, la feuille de route santé mentale rappelle le coût économique et social élevé de la santé mentale, 109 milliards d'euros par an. On peut rappeler aussi que les troubles psychiques sont invalidants. Ils représentent le 7e rang en France en termes de troubles invalidants et le 4e rang dans le monde. Ce sont des troubles fréquents. Une étude sur l'ensemble de la population au Danemark indique que 15% de la population totale a déjà présenté un trouble à l'âge de 18 ans. Et ce sont des troubles qui démarrent tôt. C'est-à-dire qu'une étude américaine réalisée en 2005 nous indique que 75% des troubles débutent avant l'âge de 24 ans. Donc on situe déjà les enjeux en termes de santé mentale et en termes de santé mentale étudiante. Donc de quel indicateur disposons-nous avant la crise ? Peu d'indicateurs fiables disponibles. Alors, pourquoi fiables ? Parce que peu d'indicateurs à l'échelle nationale, d'échantillons représentatifs, peu de données fines avec des questions de croisement de données, par exemple de données académiques. Est-ce que la question de la santé mentale va impacter les trajectoires de vie d'un point de vue académique, l'impact des conditions sociales. Et donc, je cite le rapport récemment rendu sur la politique publique de la donnée, qui pose cette question en tant que membre du collège scientifique de l'Observatoire, de pouvoir effectivement, en tant qu'institution publique, de pouvoir travailler avec les autres organismes et croiser les données, bien sûr dans le respect RGPD des droits des personnes, c'est une évidence, mais en tout cas de pouvoir décloisonner l'information pour obtenir une donnée fine, pour renseigner la politique publique et aider au mieux les étudiants. Peu d'études longitudinales, une question importante, est-ce que les choses se sont aggravées ? Mais là encore, il y a très peu d'études longitudinales disponibles. Il y a la cohorte Eicher qui existe, qui est une source de données importante. Mais à part ça, il y a les données de l'OVE où on essaie de mettre en place un suivi longitudinal. Et donc, l'enquête vie d'étudiants confinés est un recontact longitudinal. Donc, ça nous permet d'estimer un certain nombre de choses, mais il n'y en a pas suffisamment. Et donc, je dirais, avant la crise, en 2016, c'est tout l'intérêt de la première enquête santé des étudiants qui a été réalisée par l'Observatoire de la vie étudiante, qui s'est calquée en fait sur l'enquête du baromètre santé des Français pour pouvoir avoir des éléments de comparaison, population étudiante, population générale. Alors, quelques chiffres de cette enquête, puisqu'effectivement la situation était déjà difficile à l'époque. 15% d'étudiants présentaient un épisode dépressif majeur contre 10% de la population générale. Alors, avec un élément, on va dire, concordant, c'est que dans le baromètre santé des Français, vous aviez déjà 13% des répondants en situation d'études qui déclaraient un épisode dépressif majeur. Donc, on est sur une donnée qui se confirme. On avait un recours aux soins pour les étudiants dans l'année qui présentaient des troubles dépressifs qui étaient seulement de près de 53% contre 68% dans le baromètre santé des Français. Donc, un recours aux soins qui était beaucoup plus faible et surtout un recours aux professionnels de santé mentale ou à des thérapies adéquates, c'est-à-dire soit médicamenteuses de type antidépresseur, soit des psychothérapies qui étaient seulement présentes pour un quart d'entre eux. Donc un recours aux soins qui était déjà très très faible en 2016. Et puis la question de l'idéation suicidaire qui était déjà à 8,4% contre 4,7% en population générale à l'époque. Alors depuis la crise, il y a eu un certain nombre d'études, et il faut les saluer, l'étude en Picardie, les études aussi de l'Université de Lorraine. Mais ce qui est compliqué, c'est que les indicateurs en santé mentale sont difficiles,
parce qu'il y a déjà plein d'indicateurs différents, il y a plein d'outils différents, et pour un décideur politique, c'est vrai que vous voyez, vous êtes confronté à des chiffres. Si on fait la synthèse des données qui sont produites sur uniquement la dépression, vous avez une information qui varie en vous indiquant qu'il y a entre 16 et 43% des étudiants qui souffrent de dépression. Donc voilà, vous voyez la variabilité. Alors elle s'explique parce que c'est des méthodes différentes, c'est des outils de mesure différents, c'est des taux de participation différents et des seuils pour définir ce qui est un trouble qui est différent. Donc c'est un petit peu difficile à comprendre. Et donc quelles données pour quelles décisions? Mais ça ne veut pas dire que la situation n'est pas réelle. La situation est réelle et l'ensemble des indicateurs nous pointent effectivement une augmentation des difficultés psychiques des étudiants en général, mais aussi de la population dans son ensemble. Alors comment on traduit ces données en termes interventionnels? Et je rejoins les collègues. Ce sont des données importantes, parce que ce sont des données, mais des données au niveau populationnel, des données en moyenne. Et ce sont des données qui regroupent des situations extrêmement hétérogènes. C'est une photographie à un instant T de situations dynamiques qui évoluent. Ce sont des phénomènes en mouvement, ce qui amène de plus en plus, en tant que scientifique, je vais pointer, mais ce qui a déjà été dit, à modéliser les troubles comme des systèmes complexes en équilibre. Alors, ça parlera à mon voisin qui est physicien. Effectivement, des phénomènes massivement complexes et aussi massivement multifactoriels. Ça a été rappelé, c'est une intrication de composantes complexes, environnementales, sociales, économiques, académiques, interpersonnelles, intra-individuelles, biologiques, cognitives et narratives. J'insiste sur ce point parce qu'on a beaucoup évoqué la question du suicide et il est extrêmement important de rappeler que dans le contexte actuel qui est effectivement difficile, d'inquiétude vis-à-vis de l'avenir, de situation d'isolement, de rappeler l'importance de programmes comme le programme Papageno. Il faut rappeler des histoires positives. C'est-à-dire que oui, la situation est difficile, oui, les étudiants souffrent, mais il y a un devenir possible. Il y a une sortie de la crise possible, si bien évidemment on reçoit de l'aide. Voilà, il faut insister sur cet élément-là parce que la difficulté, c'est qu'on nourrit aussi nous-mêmes dans nos discours des scénarios qui amènent à une situation plus difficile, à une représentation de sa propre situation plus difficile. Alors, les collègues de l'Observatoire de la vie étudiante l'ont rappelé, les effets de la crise sur les conditions de vie et d'études, une vision de l'avenir assombrie en termes d'insertion professionnelle, ça a été aussi rappelé par M. le Président et par les collègues, un coup d'arrêt porté à certaines activités rémunérées, des difficultés financières perçues comme plus importantes, et puis l'augmentation de la détresse psychologique qui a augmenté de 20% à 30%. Les chiffres diffèrent, mais parce que les seuils et les méthodologies diffèrent, les taux de réponse diffèrent. C'est ce qui explique en fait ces différences de chiffres. Et puis un non-recours aux médecins lorsqu'ils en avaient besoin, plus particulièrement pour les étudiants en détresse. Alors, quelles interventions pour les étudiants? La clé, une des clés en tout cas qui est soulevée dans la littérature, c'est bien évidemment les stratégies de prévention, c'est-à-dire sensibiliser, mais détecter tôt et intervenir tôt. C'est-à-dire éviter que la situation de transition vers un trouble, puisque ce sont des systèmes complexes en équilibre instable, c'est-à-dire que ça se déstabilise dans une situation pathologique, parce qu'une fois que le système a changé d'état, parfois, il faut mettre beaucoup plus d'efforts ou d'énergie pour revenir à un système antérieur, donc d'efforts, de soins. Donc effectivement, il vaut mieux intervenir tôt pour éviter une transition des états. Les facteurs de risque, évidemment, les études nous aident à identifier les facteurs de risque, c'est-à-dire des populations cibles sur lesquelles il convient peut-être d'intervenir, mais attention, ce sont des stratégies à un niveau global. Derrière, il faut les instancier de manière individuelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire on a identifié que les étudiants en lettres et sciences humaines ou en troisième année ou en première année à tel endroit sont plus en souffrance, mais qu'est-ce qu'on leur propose derrière? Encore une fois, communiquer et sensibiliser, c'est extrêmement important, mais proposer une réponse, et une réponse rapide, qui ne soit pas 3 mois, 6 mois de délai d'attente, où on vous a sensibilisé, on a fait le travail et c'est tant mieux. Non, le travail ne fait que débuter. Donc, une nécessité d'une évaluation clinique par des professionnels pour pouvoir distinguer les situations et les degrés de sévérité qui varient dans le temps. Il faut proposer une réponse graduée, adaptée, une réponse rapide et surtout une réponse soutenue dans le temps.
parce que les situations évoluent, elles bougent, les systèmes bougent, les situations des étudiants bougent. Les professionnels ont besoin d'un temps dédié maximal auprès de ces personnes. Ça a été évoqué pour les questions de réseau. Les cliniciens ont besoin de temps, ils ont besoin de soutien pour organiser la prise en charge et la chaîne de soins. Donc, c'est des éléments extrêmement importants et ça nécessite de coordonner les niveaux d'intervention. Donc, le rôle essentiel des acteurs associatifs, ça a été noté. Je pense à Nightline, je pense aussi à Psytude, je pense au premier secours en santé mentale, les étudiants relais. Mais il faut faciliter, derrière cet aspect-là, les parcours entre prévention, évaluation, prise en charge et suivi. Donc, différents acteurs, différentes structures, différentes tutelles. Et un article récent publié sur une modélisation, alors encore une fois, attention, c'est un modèle, en Australie, indiquait qu'effectivement, ce sont des programmes multiples avec une amélioration du lien social, des systèmes qui permettent de coordonner les soins à l'aide de technologies et de systèmes d'information, un suivi au long cours des personnes après leur crise et des actions de réduction des difficultés sociales durant l'enfance et une augmentation des programmes d'emploi et d'aide sociale pour les étudiants pouvait permettre de réduire d'à peu près 30%, mais c'est encore une fois un modèle, les comportements suicidaires. Donc, quelle solution pour les étudiants ? Il faut rappeler le rapport de la Cour des comptes qui nous dit que le constat principal est celui d'une offre de soins diverses, peu graduée et insuffisamment coordonnée, et que les moyens spécialisés extrêmement importants, gratuits, sont souvent asphyxiés, faute d'être concentrés sur des publics prioritaires, et évidemment faute de moyens. Donc effectivement, beaucoup de choses se font. On a parlé du chèque psy, ça va dans le bon sens, mais encore faut-il que ça s'implémente de manière cohérente avec les dispositifs existants et que ça vienne en interaction et non pas en empilement, en se disant voilà, on a créé quelque chose de plus, on répond à un besoin. Certes, il y a besoin. 6, c'est peut-être pas suffisant. Évidemment, la plupart des données nous disent que c'est plutôt de l'ordre de 20 séances dans la littérature. Mais c'est déjà ça. C'est mieux que rien. Mais derrière, il faut aussi pouvoir coordonner ça et organiser ça. Donc, réponse graduée et coordonnée, je ne dis rien de plus que ce qui est dans le rapport de la Cour des comptes. Évidemment, une logique de territoire. L'exemple du réseau Respect est un excellent exemple. Je veux dire, si ce n'est pas ici qu'on peut parler des territoires, je ne sais pas où en parler. Mais il faut pouvoir donner les moyens à ces réseaux qui se mettent en place, de pouvoir fonctionner, mais aussi de répondre à des situations extrêmement hétérogènes. Et de la même manière, on parle ici du réseau Respect sur la région parisienne, mais peut-être que le réseau Respect a une logique sur le territoire parisien qui n'aurait pas la même logique sur un autre territoire, là encore. Donc ça dépend des situations hétérogènes et effectivement donner les moyens de cette coordination, de cette organisation au niveau des projets territoriaux de santé mentale, ça paraît une évidence. Et là aussi, une fiche action, là encore dans le PTSM du 75, sur les étudiants qu'il faut aussi souligner. C'est un exemple, et peut-être c'est un exemple qu'il faut reproduire. Le rôle central et pivot de la médecine préventive universitaire, dans cet aspect de coordination évidemment, mais elle a besoin de moyens pour cela, elle a besoin d'outils. Il faut imaginer ce que c'est que parfois des services de médecine universitaire qui n'ont pas les outils, ne serait-ce que numériques, d'organisation de leur mission. Il faut pouvoir faciliter le fonctionnement des services le plus possible. Je parle par exemple des aménagements d'études. Les aménagements d'études occupent, dans le cadre de la prise en compensation du handicap, qui est évidemment nécessaire, utile et qu'il faut soutenir, mais qui va occuper une place importante de leur consultation. Donc, puisqu'il y a eu une augmentation ces dernières années, donc tous ces aspects-là, la chaîne organisationnelle du soin, de la prise en charge, des compensations académiques, sont à faciliter pour les services, pour qu'ils puissent consacrer du temps aux étudiants. Au niveau peut-être plus national, effectivement, développer des systèmes de prévention, s'appuyer sur le numérique. L'Agence Santé du numérique
là aussi fait un travail très intéressant. Il faut développer les outils. Il y a de plus en plus de systèmes qui se développent à l'aide de smartphones pour pouvoir essayer d'identifier, de répondre rapidement, de favoriser l'orientation. Mais là encore, il faut que ça s'implémente dans quelque chose de réel. Il ne faut pas croire que c'est une simple appli en tant que soi ne fait rien si elle n'est pas suivie d'une action, si elle n'est pas suivie d'un professionnel derrière. Et je suis d'accord avec les collègues. Les systèmes de visio fonctionnent. La littérature nous confirme que des prises en charge numériques fonctionnent aussi bien, mais souvent, c'est qu'il faut un humain derrière. C'est-à-dire que si vous avez des systèmes qui sont totalement automatisés, avec par exemple des fiches pratiques, etc., où l'étudiant va suivre quelque chose, il y a souvent une acceptabilité moindre et le système devient moins efficace. Donc, l'usage des nouvelles technologies, il y a même un projet qui a été financé par un chercheur à l'université de... le chercheur s'appelle Heiko Fried, qui a reçu un ERC Starting Grant, justement pour essayer d'utiliser ces technologies smartphones sur la base de modélisation complexe pour essayer de prédire la transition et d'intervenir au plus tôt. Voilà, j'en ai fini pour mon intervention. Merci beaucoup, Monsieur Morvan. Monsieur Scan, c'est à vous. Donc, vous êtes le dernier à vous exprimer. Essayez d'être aussi très synthétique pour qu'on puisse échanger ensuite ensemble. Allez-y. De me limiter à 45 minutes à peu près. Comme vos collègues, c'est parfait. Du coup, je vais présenter brièvement l'association et puis un peu notre regard sur cette situation et puis une étude qu'on avait faite aussi qui peut vous intéresser. Donc Nightline est une association étudiante qui travaille sur la question de la santé mentale étudiante depuis 2016 avec le soutien d'une équipe de salariés, de professionnels de communication et de santé mentale. Notre projet phare, c'est des services d'écoute par et pour des étudiants qui se déclinent sur le territoire. Actuellement, on est présent à Paris, à Lyon, à Lille, à Saclay et à partir du mois prochain à Toulouse aussi. Ce sont des étudiants formés, sélectionnés et soutenus dans un cadre éthique très rigoureux, développé depuis une cinquantaine d'années dans les pays anglo-saxons, pour assurer que les étudiants qui s'impliquent dans ce type de démarche le font d'une manière qui est saine pour ces étudiants. C'est une démarche de péridance, donc le message qu'on essaie de faire passer auprès des étudiants, c'est que si vous nous contactez, du coup par téléphone ou par chat le soir, c'est avec un autre étudiant que vous allez parler. Et l'autre message clé qu'on essaie de faire passer, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise raison de nous appeler. Si vous êtes en train, c'est ce qu'on disait quand c'était dans les amphis de rentrée, mais si vous êtes en train de rentrer du cinéma le soir et vous voulez parler du film, vous pouvez très bien nous appeler pour ça. L'objectif, c'était de rendre la démarche de parler de ces difficultés avec quelqu'un aussi facile que possible pour permettre aux étudiants de s'exprimer au moment le plus tôt de leur détresse, dans l'espoir que cette expression pourrait les aider à trouver une solution. Donc ça pourrait être parler avec un ami, parler avec un membre de leur famille, simplement parler parfois, ça peut être très utile. Et puis on joue un rôle important dans l'orientation vers des services professionnels. Quelque chose qu'on avait vu très vite, c'était que c'était très difficile pour les étudiants qui nous contactent de trouver le bon professionnel. Ils ne connaissaient pas forcément les réseaux existants. Et nous, du coup, on jouait le rôle d'interlocuteur, de tremplin vers le bon service pour ces étudiants. Donc environ 10% des personnes qui nous appellent. On mène aussi d'autres actions, notamment des actions de prévention co-construites avec des étudiants. Le premier étant un site qui s'appelle soutien-étudiant.info qui recense l'ensemble des soutiens psychologiques disponibles sur le territoire. C'était un travail qu'on avait réalisé pendant la crise sanitaire parce qu'on s'est dit que pendant cette période-là où les modalités d'accès ont changé rapidement, il fallait que ça soit facile pour les étudiants de trouver le bon service. Ce site a été utilisé par plus que 80 000 personnes pendant la crise, donc je pense que ça a prouvé son utilité.
On mène aussi des campagnes de prévention, notamment sur les réseaux sociaux, Instagram plus particulièrement, parce que c'est là où se trouvent les jeunes. Juste à la fin de l'année civile, on avait mené une grosse campagne avec des influenceurs, parce qu'on s'est dit que ça, c'était la façon de toucher une population non sensibilisée à la question de la santé mentale, pour faire passer un message simple. Si vous n'allez pas bien, il faut en parler avec quelqu'un, que ce soit un ami, un membre de la famille ou un professionnel. Et puis on les orientait vers ce site soutien étudiant pour qu'ils puissent trouver en cas de besoin un soutien professionnel. Cette campagne a touché plus que 2 millions de jeunes sur le territoire entre 18 et 24 ans. On est aussi en train de préparer des projets de péridance sur les campus parce qu'on a une demande récurrente de la part des BDE, notamment les bureaux des élèves, parce qu'ils se trouvent souvent face à des étudiants en difficulté, ils ne savent pas quoi faire. Nous, on ne peut pas leur donner la formation Nightline parce que c'est un cadre éthique qui est construit dans un cadre où on est anonyme, où c'est à distance. Il faut construire autre chose pour assurer que l'implication ce soit saine. Et enfin, on mène aussi des actions sur les campus quand c'est possible, et ça, c'est quelque chose qui va monter en charge à partir de l'année prochaine. Je pense que Dr Morvan a très bien souligné que c'était un problème avant la crise, la problématique de la santé mentale étudiante. Nous, notre première année d'ouverture, donc c'était l'année 2017-2018, on avait 200 contacts, donc c'était un début en douceur. L'année d'après, donc c'était avant la crise sanitaire, c'était 1600. L'année dernière, c'était 3200. Cette année, on va dépasser très facilement 7500 contacts de la part des étudiants en difficulté. Du coup, nous, on voyait qu'il y avait une augmentation importante, même avant la crise sanitaire. Et quelque chose qui est extrêmement important à souligner, c'est que cette crise de santé mentale étudiante n'a pas commencé avec la crise Covid. On a commencé à en parler grâce à cette crise, mais il ne faut absolument pas qu'on l'oublie par la suite. Je pense que quelque chose qui est intéressant, c'est un peu nos constats face à cette crise. On avait regardé un peu comment d'autres pays ont réagi face à la crise de la santé mentale étudiante. Et une des premières choses qu'on avait identifiées, c'est qu'il n'y a pas de stratégie de santé mentale étudiante en France. Je compare notamment avec la Grande-Bretagne, qui en 2015 avait la première recommandation de politique et procédures pour la santé mentale étudiante qui ont été publiées au niveau national. En 2018, un cadre national a été créé. En 2019, une charte de santé mentale étudiante universitaire a été créée et le cadre national a été mis à jour en 2020. Si on regarde le Canada, un guide pour une approche systémique à la santé mentale post-secondaire a été publié en 2013. Et puis des normes sur la santé mentale et bien-être pour les étudiants du post-secondaire a été publié par la Commission de la santé mentale du Canada en 2020. En Irlande, en 2017, il y avait un rapport du Task Force national sur la santé mentale des jeunes, et en 2020, un cadre national sur la santé mentale étudiante et la prévention du suicide étudiant. On n'a pas de stratégie comme ça en France, et on a vu les effets d'un manque de stratégie quand la crise Covid est arrivée et quand les choses sont devenues très compliquées pour les étudiants. Par rapport à qui il faut toucher, il y a un autre point qui est très important pour nous, c'est que tous les étudiants sont concernés par cette crise de santé mentale étudiante. On a une tendance à vouloir focaliser sur des groupes avec des problématiques spécifiques. Ils ont des problématiques spécifiques qui ont besoin d'être reconnues. Je pense notamment aux étudiants internationaux qui sont dans une situation très compliquée, les étudiants en santé. Mais c'est l'ensemble des étudiants de toutes les filières, de toutes les classes sociales qui sont touchés. Il faut une réponse qui répond à l'ensemble des étudiants. Il faut aussi une réponse qui répond aux étudiants non universitaires.